Alors bonjour à tous, alors comment analyser une société qui est cotée? C'est ce que je vous propose ici dans cette vidéo. Donc pour ce faire, on va plonger au cœur de la stratégie des sociétés. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur ce livre de la stratégie en entreprise de Xavier Fontanet. Donc on va revenir sur les différents piliers des stratégies des sociétés, on regardera des exemples concrets et je vous proposerai à la fin une synthèse de manière à ce que lorsqu'on fait du stock picking en bourse, on puisse regarder un certain nombre de critères de manière à essayer de ne pas se louper dans les investissements que l'on pourrait faire. Voilà, sur ce, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté et je vous dis donc à tout de suite. Comment analyser une société? Donc on va raisonner ici en part d'entreprise, c'est-à-dire qu'on va raisonner comme un investisseur puisqu'on achète des parts d'entreprise en bourse, et on va aussi raisonner comme un entrepreneur de manière à ce qu'on puisse, nous en tant qu'investisseurs, pouvoir décrypter les piliers des stratégies des sociétés. Alors pour pouvoir vous proposer ça dans cette vidéo, je vais m'appuyer sur le livre de Xavier Fontanet qui s'appelle De la stratégie en entreprise, qui est sorti au mois d'octobre 2024, donc qui est assez récent. Donc Xavier Fontanet, c'est qui? Donc en fin de compte, c'est quelqu'un qui a une grande carrière dans les sociétés. Il a été d'abord consultant au Boston Consulting Group, donc au BCG de 74 à 81. Après, il a fait 5 ans chez Beneteau en tant que directeur général. Donc Beneteau qui est bien le fabricant de bateaux qui est toujours coté. Il a fait après 5 ans dans une société de services en restauration collective qui s'appelait Eurest. Et puis il a fait aussi 23 ans au sein de la société Essilor où il a été PDG et il a appliqué une stratégie de recentrage de cette société puisqu'elle allait pas bien à l'époque en 1981. Donc c'est ce qu'on va voir ici dans cette vidéo. Et il est aussi professeur associé à HEC Paris sur les stratégies de société. Alors pour resituer son parcours d'entrepreneur au niveau d'Essilor, donc il a fait 17% par an pendant 23 ans, donc sans compter les coupons. Et lorsqu'il a récupéré la société en 91, elle avait beaucoup de difficultés, en fin de compte, avec un mauvais positionnement stratégique. Et puis derrière, il a mis en place un recentrage à travers les différents piliers qu'on va regarder ici, de manière à pouvoir recréer à nouveau de la valeur. Je dit que le cours de bourse, il est passé de quelque chose comme 2 euros et il a fait quelque chose comme x40 à peu près en 23 ans. Alors où se situe la stratégie? Puisque là on parle de stratégie, normalement on fait de la bourse, mais la stratégie ça se situe ici. Donc quand vous avez le management qui doit être normalement intègre, qui fait de la stratégie et qui l'exécute, c'est ça qui va créer de la valeur, parce que c'est ce qu'on veut lorsqu'on investit en bourse, qui va se traduire par des comptes qui vont être de plus en plus améliorés au fur et à mesure que le temps avance. Et puis derrière ça va impacter le cours de bourse. Donc nous ce qu'on souhaite lorsqu'on investit en bourse, c'est que le cours de bourse il monte et ou que l'on ait aussi des coupons. Alors une société, je rappelle ce que c'est tout un tas de parties prenantes, clients, fournisseurs, etc. Et puis au sein d'un même métier, vous avez plusieurs sociétés qui se font concurrence et donc évidemment chaque société a aussi ses parties prenantes tout autour, donc les clients, les fournisseurs, les salariés, etc. Et donc ce qu'on va voir ici à travers les piliers des stratégies, c'est comment tout ça interagit. Alors le premier pilier, il porte sur un constat qui est que les prix baissent. La raison, c'est ce qui s'appelle la courbe d'expérience cumulée, qui marche très très bien dans la partie production. Donc au lieu d'avoir des prix en fonction du temps pour modéliser ça et qu'est-ce qui fait que les cours, qu'est-ce qui fait que les prix ils baissent, on va modéliser ça par ce qu'a inventé le BCG en fait. Ils ont fait tout un tas d'essais et ils se sont rendus compte que lorsqu'on prenait par exemple pour les circuits intégrés toute la production cumulée en millions d'unités, qu'on les mettait ici sur les abscisses au lieu de mettre en fonction du temps, puis qu'on regardait ici comment évoluaient les prix, et qu'on mettait ça aussi en échelle logarithmique parce qu'on est sur des grosses quantités, on avait des courbes qui étaient plutôt donc de type logarithmique, mais en mettant en échelle logarithmique, on était plutôt sur des droites. Donc on avait plutôt des droites qui avaient des pentes plus ou moins fortes. Donc par exemple des pentes de 80%, ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez la production qui double, vous avez une baisse des prix de 20%. Et ça, ils l'ont fait pour différentes observations. Ils ont regardé, par exemple, la viande de porc, en fait, en France, donc de 61 jusqu'à 78. Donc, ils ont mis année après année la production cumulée. Donc là, on était ici à 15 millions de tonnes de carcasses faites en 1961. Après l'année suivante, on était là. Après l'année suivante, on était là. À chaque fois, ils additionnaient ce qui avait été produit année après année. Et on arrivait là aussi sur une sorte de droite, en fait, de régression avec les échelles logarithmiques.
Ils ont fait ça aussi pour l'industrie de la chaux aux États-Unis. Et là aussi, 1969 jusqu'à 1971, on a aussi les prix qui baissent avec une pente. Alors, ce qu'il faut retenir sur la courbe d'expérience, c'est que ça fonctionne très bien sur la production. C'est plus difficile à cerner dans les services et ça permet quelque part de prédire l'évolution des prix qui va être plutôt en tendance baissière. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus le marché est en croissance forte, plus les prix vont baisser vite. Le deuxième pilier, c'est ce qui s'appelle la part de marché et donc qui est une valeur qui est très très forte et qui, on va le voir, a un impact énorme sur la partie création de valeur, marge de la société, cash flow, etc. Donc dans tous les secteurs, en fait, on a tous constaté qu'il y a des sociétés qui gagnent de l'argent et il y a des sociétés qui perdent de l'argent. Alors j'ai repris ici une étude de Goldman Sachs qui est sortie en octobre 2024. Ils ont identifié sur le marché américain en 2023 les différents secteurs en fin de compte qui gagnent ou qui perdent de l'argent. Ils ont fait des moyennes, donc ça c'est par secteur. Chaque branche c'est un secteur. Ce qu'ils ont vu en fin de compte, c'est que, premier point, il y a des secteurs qui gagnent plus d'argent que d'autres. Okay, mais au sein des secteurs, y compris par exemple les secteurs qui en moyenne perdent de l'argent, vous vous retrouvez par exemple pour tout ce qui est équipement de communication où globalement l'ensemble des acteurs perdent de l'argent, mais il y a quand même des acteurs qui gagnent de l'argent et d'autres qui en perdent. Et donc la réponse à ça, qu'est-ce qui fait que vous avez des secteurs qui globalement perdent de l'argent, mais qu'il y a quand même des gagnants là-dedans, et là dans des secteurs qui gagnent de l'argent, il y a aussi des gagnants, ben, c'est tout simplement la part de marché. C'est la part de marché qui explique que vous allez avoir des gagnants qui vont gagner de l'argent. Donc plus la part de marché elle est forte, plus on peut gagner de l'argent. Donc je vous ai donné ici un exemple, supposons qu'il y a un marché en année 2023 par exemple qui pèse 100 milliards. Donc vous avez ici trois sociétés A, B, C qui ont des parts de marché donc différentes. Hein. La société A elle fait 40% de chiffre d'affaires de tout le marché, donc elle a une part de 40%, qui est à peu près 4 fois celle de la société C ou qui est plus de 2 fois celle de la société B. Donc le leader, sans conteste, en fait, on voit bien que c'est la société A. Et la société A va avoir des coûts qui seront inférieurs à tous ceux qui la suivent. Et pourquoi les coûts seront inférieurs à tous ceux qui la suivent? Parce que, vu qu'elle a beaucoup plus, quelque part, de volume, en fait, elle est en capacité de pouvoir négocier les meilleures machines, de pouvoir négocier sa flotte de camions, de pouvoir négocier les meilleures fournitures possibles, etc., etc. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec ce graphe qui représente ici la part de marché avec la courbe d'expérience qu'on a modélisée ici en abscisse. Ici, vous avez donc en ordonnée la partie prix. Donc, je rappelle, ça a plutôt tendance à baisser selon une pente plus ou moins forte selon la croissance du métier qui est adressé. Et donc, on a ici la société A qui est leader. Et supposons que la société A, vu qu'elle est leader, elle met son prix du marché qu'elle peut plus ou moins fixer fortement ici. À ce moment-là, elle va faire ses profits. La société B va faire aussi un peu de profit, mais moins. Puis la société C, qui est dans les derniers, en fait, va faire des pertes. Donc, la part de marché relative fixe le résultat. Donc, la société A, si elle voulait mettre, par exemple, ses prix, casser ses prix et les mettre au niveau de B, vous allez avoir C qui va faire beaucoup de pertes, B qui va faire pas de gains et A qui va avoir moins de marge. Alors, pour vous illustrer tout ça, écoutez ce que disait Xavier Fontanet lors d'une interview sur BFM. Et comment il faut réagir lorsqu'on voit sa part de marché qui commence à baisser légèrement? C'est très mauvais signe. Alors, moi, je voulais dire, moi, ma technique, je ne regardais jamais les résultats, je ne regardais que les parts de marché. On voit la part de marché, et quand la part de marché, on est forte, le résultat, il arrive tout seul, comme conséquence d'une bonne part de marché. Et donc, le suivi de la part de marché, c'est la chose la plus importante. Donc, en synthèse, ce qu'on peut dire, c'est que la valeur de la part de marché relative donne aux leaders des coûts qui sont plus faibles, et donc, derrière, ça va fixer les résultats. Donc, ceux qui font des gros résultats sont probablement des leaders. Et donc, au final, ça finira dans les comptes. Donc, si vous pistez, si vous arrivez à pister les parts de marché, en fait, vous allez retrouver avec des comptes qui vont être de plus en plus beaux, sous-entendu que le leadership de celui qui est devant n'est pas en train de diminuer. Par contre, en petite remarque, c'est qu'évidemment, ce sont des données qui sont pas faciles à voir, puisque ce sont quelque part un petit peu des secrets, en fin de compte, du métier qui est adressé. Après, dans les rapports financiers, vous avez des fois quand même des sociétés qui peuvent expliquer qu'ils sont premiers que dans tel pays, ils sont deuxièmes, etc. Alors, le troisième pilier, c'est ce qui s'appelle les segments de marché ou les différents métiers. Parce que lorsque vous avez cette courbe d'expérience qu'on a vue tout à l'heure, en fait, il faut comprendre que ça adresse, ça s'applique à un métier, à une région ou à des spécialisations ou à des niches. C'est pas forcément pour l'ensemble du marché. Conclusion, quand vous étudiez une entreprise
avec sa taille qui est par exemple son chiffre d'affaires, c'est pas suffisant en fin de compte. Il va falloir vraiment voir les différents métiers qui sont adressés pour que vous puissiez déterminer, tiens, dans tel métier ils sont plutôt leaders, dans tel autre métier ils sont plutôt suiveurs, dans tel autre métier ils sont à la ramasse, etc., etc. Donc si je reprends le cas des Sealors, donc Xavier Fontanet il explique dans son livre qu'en 91, lorsqu'il a repris la société, elle faisait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle avait 11 000 salariés et elle avait 4 métiers. Il y avait la partie vert de correction où ils étaient leader mondial avec derrière des numéros 2 et des numéros 3 qui croissaient beaucoup plus vite qu'Essilor, donc ils étaient en train de se faire rattraper. Et après, ils avaient d'autres métiers, monture, lentilles de contact ou implants, où ils avaient des parts de marché relativement faibles. Donc derrière, on verra ce qu'il en a déduit en termes de stratégie par rapport à ce qu'il fallait faire pour sortir la société de l'ornière. Le quatrième pilier qu'on va voir, c'est ce qui s'appelle le cycle de vie des produits ou des services. Alors je rappelle, ça c'est quelque chose qui est assez connu sur les 4 cycles de vie des produits. Donc quand vous avez un produit ou un service qui est lancé dans le temps, en fin de compte, la partie lancement fait qu'il décolle, il commence à se faire connaître, donc vous en vendez un petit peu. Après quand il y a la partie croissance, ça commence vraiment à se vendre beaucoup et tous les ans vous en vendez vraiment beaucoup plus. Après vous arrivez à maturité par rapport au marché et puis après arrive le déclin et là vous perdez de plus en plus de chiffre d'affaires par rapport à ce produit ou à ce service. Alors la durée ici entre les périodes de lancement, croissance, maturité, déclin, ça dépend énormément des produits concernés ou des services. Alors pour illustrer ça, je vais vous prendre une société qui était cotée aux États-Unis qui s'appelait Blockbuster Video. Donc c'est une société qui avait été créée en 85 qui faisait en fait de la location de cassettes vidéo en VHS puis après en DVD. Donc le cours de bourse était à peu près comme ça. Donc vous vous retrouvez ici avec l'apogée de la société. Et ce qui s'est passé, c'est que vous aviez une autre société qui est arrivée qui s'appelait Netflix en 97, qui a commencé à faire des livraisons à domicile, qui était donc quelque part de la vidéo aussi à consommer à la maison, mais avec une autre façon d'adresser le marché qui était, plutôt que de dire aux gens venez dans nos magasins, c'était commander et on vous envoie à domicile les cassettes ou les DVD. Puis après derrière ils sont partis sur la vidéo à la demande à partir de 2007 et là ils ont vraiment coulé le business physique et c'est pour ça que vous avez Blockbuster qui a eu son cours de bourse qui est tombé à zéro. Donc le cycle de vie de produits, ce qu'il faut retenir, c'est que ça touche tous les produits, tous les services. Le déclin, c'est un métier qui est remplacé par un autre ou par plusieurs autres métiers. Donc par exemple, les diligences qui transportaient les gens avec des chevaux, etc., ça a été remplacé par des trains. Et puis vous avez aussi la concurrence de trains qui peut se faire avec des voitures, qui elle-même a été rendue possible par l'invention des pneus et par la mise en service des routes par les États qui ont mis les infrastructures. Et donc la concurrence, elle peut aussi parfois arriver par d'autres métiers. Je vous mets ici un exemple avec les camping-cars. Donc les locations de camping-cars, par exemple, à la journée, c'est en concurrence frontale avec location de voitures plus hôtel. Donc là, vous avez des métiers qui sont un petit peu, différents, notamment la partie hôtellerie, mais qui, mélangée avec un autre métier voiture, peut concurrencer un petit peu la partie location camping-car, même si le service n'est pas strictement le même. Donc tout ça pour dire que la concurrence, ça peut vraiment débouler de partout. Alors le 5e pilier qu'on va voir, c'est ce qui s'appelle la matrice BCG, qui a donc été mise en avant par le Boston Consulting Group. Donc là, l'idée, c'est qu'on va croiser les parts de marché relatives qu'on a vues avec les leaders et les suiveurs, avec la croissance, où on a vu peut y avoir la croissance plus ou moins forte, ou alors pas de croissance, voire de la décroissance. Donc on se retrouve avec, pour tout ce qui est courbe d'expérience, avec ici les parts de marché. Je rappelle, le A, c'est le leader, le B, c'est le suiveur, et le C, c'est l'un des derniers qui, lui, va faire des pertes. Lorsque vous avez des parts de marché qui sont fortes, donc par exemple, vous êtes A, vous faites des profits qui sont forts, donc vous gagnez beaucoup de cash. Lorsque vous avez des parts de marché qui sont faibles, donc comme C, vous faites des profits qui sont plutôt faibles, voire des pertes. La croissance, lorsque vous avez de la croissance qui est plutôt forte ici, il faut faire beaucoup d'investissements, donc il vous faudra à ce moment-là beaucoup de cash. Et pourquoi il faut faire beaucoup d'investissements? Parce qu'il va vous falloir plus de commerciaux, plus d'employés, peut-être agrandir les usines, augmenter le nombre de magasins, augmenter les frais de fonctionnement, etc., etc. Donc vous vous retrouvez avec une nécessité de cash pour pouvoir accompagner la croissance de votre marché. Après, vous avez les parts de marché qui bougent très vite parce que là, vous vous doutez bien que si le marché croît, supposons, à 30% par an, puis que vous, il y a 2 années où vous faites que 5%, pour peu qu'en face, vous ayez un concurrent qui a fait ses 30%, voire même peut-être les 40%, puis qui a fait 2 ans de suite, il va se retrouver largement devant dans la courbe d'expérience. Si vous étiez proche, il peut vous redoubler. Par exemple, si vous étiez le A
puis que vous aviez le B qui a mieux investi que vous, il va vous griller au bout de 2 ans, puis il va passer ici dans la courbe d'expérience, puis vous allez vous retrouver avec des difficultés parce que c'est plus vous qui allez fixer les prix. Et donc par rapport à la matrice BCG, lorsqu'on croise tout ça, part de marché relative qui est plutôt forte, avec taux de croissance de marché qui est plutôt forte, c'est ce qui s'appelle ici des vedettes. Donc bonne rentabilité, financement de la croissance est possible parce qu'on gagne beaucoup d'argent. Après, vous avez ici ce qui s'appelle les vaches à lait. Donc on est toujours sur des parts de marché qui sont plutôt fortes. Par contre, il n'y a plus trop de croissance. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez sortir des gros dividendes ou financer des autres activités qu'il peut y avoir au sein d'un groupe. Parce que là, il n'y a plus trop d'investissement à faire. Après, vous avez ici des segments qui sont plutôt un peu touchy parce que c'est des segments qui sont plutôt difficiles. Ici, vous avez des dilemmes, c'est-à-dire que vous avez des parts de marché qui sont faibles, donc vous gagnez pas d'argent. Par contre, vous avez une croissance qui est forte et donc ça nécessite beaucoup de trésorerie pour aller acheter plus de machines, etc. Et là, c'est une situation qui est intenable. Donc, on gagne vraiment pas beaucoup d'argent là-dedans. C'est comme ça que peut arriver notamment des faillites. Et puis, vous avez les poids morts qui sont aussi avec des parts de marché relatives faibles, c'est-à-dire que ça gagne pas d'argent. Donc c'est une situation qui est plutôt stable parce que vous avez la chance quelque part d'avoir une croissance de marché qui est plutôt faible. Donc, mais vous n'êtes pas rentable. Donc là aussi, vous avez un petit peu plus de temps pour attendre ce que vous faites, mais c'est toujours des situations qui sont plutôt fragiles. Alors le 6e pilier, c'est la finance qui se met au service de la stratégie. Donc ça répond aux questions, la finance ça sert à quoi? Est-ce qu'il faut s'endetter? Que faire du cash que l'on a? Est-ce qu'il faut sortir un dividende, etc. Donc vous l'avez compris, ça va dépendre de votre cycle de vie. Ici, si vous êtes en croissance, il faudra du cash pour le mettre dans la machine. Tandis qu'ici, si vous êtes en maturité ou en déclin, il n'y a plus besoin de beaucoup de cash pour maintenir vos capex de maintien, etc. Donc les réponses, elles seront vraiment liées au cycle de vie en fait de votre produit ou de votre service, aux parts de marché relatives. Est-ce que vous êtes leader ou plutôt suiveur? Est-ce que font les concurrents? Est-ce qu'ils investissent plus que vous? Est-ce qu'ils gagnent plus de parts de marché? Est-ce qu'ils sont en train de vous rattraper ou pas? Et puis ça va dépendre du bilan de la société parce que si vous êtes déjà beaucoup endetté, il va y avoir un problème pour peut-être lever de la dette. Est-ce qu'il ne faudra pas faire une augmentation de capital, etc. Donc si par exemple je prends le déclin, si vous êtes en déclin, est-ce qu'il faut investir? Bien sûr que non. Il faut plutôt mettre le cash que vous avez de ça, si vous gagnez du cash, dans d'autres produits ou dans d'autres services que vous allez lancer au sein de l'entreprise ou qui existent déjà au sein de l'entreprise. Si vous êtes plutôt en lancement ou en croissance, est-ce qu'il faut investir? La réponse c'est oui. Et puis même le plus fortement possible pour essayer de piquer des parts de marché et puis descendre dans la courbe d'expérience pour essayer de passer leader ou pas être trop en retard par rapport au leader. Donc si je prends le cas d'Essilor, quand on avait vu avec Xavier Fontanet qui est arrivé donc en 1991, qu'il avait vu lui, c'est qu'il y avait 4 métiers. Il y avait les verres où ils étaient leaders. Ceci dit, les numéros 2 et 3 croissent plus vite que le marché et le marché était en forte croissance. Il y avait les montures, les lentilles de contact et puis les implants où ils avaient des parts de marché relatives qui étaient plutôt faibles. Donc si je reprends la matrice BCG et je regarde, ici, parts de marché relatives plutôt fortes. Vous aviez le verre, en fait les verres correcteurs qui étaient en croissance forte et là ils étaient leaders, mais vous avez des suiveurs qui étaient en train de les rattraper. Puis là ils avaient les implants et les montures. Alors il n'a pas dit si c'était des croissances fortes ou faibles, mais je dirais à la limite peu importe, c'est qu'il avait des parts de marché relatives qui étaient plutôt faibles. Donc là on se retrouvait avec des difficultés à gagner de l'argent. Puis là ici vous avez quelque part votre vedette qui était potentiellement menacée par les autres sociétés qui étaient en train de le rattraper. Alors ce qu'il a décidé, Xavier Fontanet, tout simplement ça, il a décidé d'arrêter, de vendre en fin de compte les sociétés, d'arrêter pour pouvoir se reconcentrer ici sur la place de leader, de manière à pouvoir en fin de compte batailler et aller à la conquête des États-Unis, aller à la conquête du Japon où il y avait justement le numéro 2 et le numéro 3 qui étaient en train de butailler des croupières. Il a dit que l'erreur principale qu'il y aurait eu en 91, c'est de considérer que la partie vert, c'était une vache à lait, c'est-à-dire que tous les cash flows, vu qu'il était leader, il gagnait beaucoup d'argent, ils allaient les mettre dans les implants, les montures ou les lentilles pour pouvoir essayer de faire grandir les parts de marché que ça, alors qu'il disait qu'il lui voyait bien qu'il y avait des concurrents qui étaient en train de le rattraper. Donc s'il n'avait pas, j'irais quelque part, coupé ici les parts de marché relatives faibles, il dit qu'il est probable que Essilor se soit fait dépasser par le numéro 2 et le numéro 3. Donc en synthèse, en fait, avec cette vidéo, vous avez maintenant les 6 piliers pour tout comprendre les stratégies des sociétés. Donc quelques applications en stock picking, c'est que déjà vous pouvez faire une thèse où dans vos poches de stock picking, vous allez investir dans des leaders. Parce que vous savez qu'ils ont des parts de marché relatives qui sont fortes, et puis donc vous savez qu'ils ont les marges les plus fortes.
bien segmenter les activités et les métiers. Quand vous prenez une société qui a par exemple plusieurs activités, il faut essayer de bien segmenter pour savoir est-ce qu'ils sont leaders ou pas leaders dans les différents métiers. Vous voyez, avec la partie Essilor, en fait, vous avez un pan qui gagnait beaucoup d'argent, puis les autres ont gagné beaucoup moins. Essayez d'identifier dans la matrice BCG où en sont les différents métiers. Alors, on n'a pas besoin d'être aussi fin que les dirigeants, mais savoir un peu à la louche, vous en êtes tout. Si vous avez la chance d'être dans un secteur d'investissement où il y a plusieurs acteurs qui sont cotés, regardez les comptes des différents acteurs. Ça vous permet de voir est-ce qu'ils font plus de chiffre d'affaires que d'autres, est-ce qu'ils sont plutôt en premium ou en bas de gamme, etc., etc. La croissance, est-ce qu'elle est forte, pas forte, etc. Et puis vous pouvez voir aussi l'allocation du cash, est-ce qu'elle est bonne ou pas. Donc sachant que par exemple il y a un gros danger, s'ils versent des coupons alors que la croissance est forte, c'est comme ça que vous vous retrouvez à avoir tout le cash qui sort alors qu'il aurait dû être, affecté à un gros focus sur garder ses parts de marché, voire grandir plus vite que le marché. Donc voilà, donc j'ai fini avec cette vidéo, donc un pouce en l'air, c'est votre pourboire et je vous remercie pour cela. N'oubliez pas non plus mon partenariat Zone Bourse qui vous permet d'avoir moins 25% sur le prix des abonnements annuels de Zone Bourse, donc le lien est dans la barre de description. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour bénéficier de 30 minutes de cours gratuits sur la lecture des états financiers, ainsi que toutes mes analyses de sociétés cotées. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao!